sont les conditions auxquelles devront se soumettre les candidats aux prochaines élections en République démocratique du Congo? Pendant plus ou moins 2 semaines, les députés nationaux ont examiné la proposition de loi portant modification de la loi électorale, une initiative de G13. Dans le cadre de cette émission, donc, nous allons revenir sur l'importance et les innovations de cette nouvelle proposition de loi, de cette nouvelle loi, avec l'un des initiateurs, Jean-Jacques Mamba. Bonjour et bienvenue. Merci madame, bonjour. Nous parlerons également peut-être de l'actualité dominante de l'heure ici en République démocratique du Congo, notamment l'état de siège, dont la prorogation est boudée par certains élus, surtout de l'Est du pays. Mais également on essaiera d'aborder cette tension communautaire qui semble s'exacerber dans la sphère non seulement politique, mais dans nos sociétés ici au pays. On verra comment est-ce qu'on peut recréer le vivre ensemble dans des contextes comme ça et à l'approche des élections qui se profilent à l'horizon. Encore une fois de plus, merci d'avoir répondu à notre invitation. Déjà, on commence quand même avec cette loi. On l'attendait, on se disait que comme on a raté avec le consensus autour de la CENI, on devra avoir le consensus autour de la loi électorale, mais malheureusement, le consensus n'y est pas. En tout cas, au niveau de l'examen de cette loi, il n'y a pas eu de consensus. Effectivement, ça fait plusieurs années que dans ce pays, la loi électorale est une loi d'achoppement. C'est la loi qui cristallise accessibilité aux fonctions publiques, aux fonctions d'État. Que ce soit le gouvernement, que ce soit le président de la République, les députés, les sénateurs, tout se passe par cette loi-là. Et donc, c'est une loi qui nécessite un consensus et qui, naturellement, fait l'objet de plusieurs discussions. Le consensus n'y est pas. Oui, mais c'est parce que vous, G13, avez voulu quand même. Il faut le construire. Je pense que la démarche que nous avions en tant que G13, vous savez, c'est une loi que nous avons mûrie. Là, nous épiloguons après plus ou moins 2 ans de démarche. Nous avons sillonné toute la République. On a rencontré les couches sociales, les différentes parties prenantes, la société civile, les partis politiques. Malheureusement, à l'époque, le FCC ne voulait pas nous recevoir, alléguant qu'ils préféraient avoir ce débat dans la salle, alors que maintenant nous sommes dans la salle, ils ont séché, enfin, en tout cas... Ils font les frais de leur propre turpitude, comme l'a dit. On les encourage à revenir parce que c'est une loi qui est impersonnelle et qui peut garantir tout le monde. Donc, il n'y a pas que le FCC qui est à l'extérieur. Qui encore? Il y a l'AMUCA, il y a Fayoulou qui demande un consensus également. Bon, autour de ça, il y a certaines structures, organisations. Le président Fayoulou était à l'extérieur depuis longtemps. Parlons de la forme d'abord de cette loi. Peut-être que j'aurai tort ou peut-être que ce sera une erreur de ma part, mais ce sera la première fois qu'on aura une proposition de loi et non un projet de loi, en tout cas s'agissant de la loi sur la loi électorale. Bon, je n'ai pas l'historique de ce qu'il y a eu avant. Ce que je sais, c'est que ça, c'est une proposition qui émane des députés. C'est la différence. Le projet vient du gouvernement, la proposition provient de l'Assemblée nationale. C'est une proposition modificative d'une loi qui existait. Et comme vous le savez, il y a 18 innovations que nous avons apportées. Et voilà, ce n'est pas assez exceptionnel. Loi ou projet, l'essentiel, c'est que nous ayons une loi qui soit adoptée par le Parlement. Et c'est cela la coutume. Mais toujours dans la forme, il y aurait... Vous allez affirmer ou confirmer qu'il n'y a pas eu des annotations du gouvernement par rapport à ces propositions de loi. Non, la loi est réputée recevable dès lors que les délais, lorsqu'on vous présentait la loi au gouvernement qui ne réagit pas dans les 15 jours... Mais est-ce que ça a été le cas? Parce que c'est là le gouvernement n'a pas réagi et la loi est claire sur cette matière. Le gouvernement, lorsqu'il ne réagit pas, la loi est renvoyée à l'Assemblée nationale pour examen. Donc, vous confirmez que cette proposition de loi n'a pas bénéficié des annotations? Elle n'a pas eu des annotations. Je sais que par la suite, il y a eu un processus de régularisation. On a renvoyé la loi au gouvernement. Mais à ce que je sache, nous n'avons pas reçu une notification claire du gouvernement ou des orientations par rapport à cette loi. Ça en dit long quand même sur les élections que le gouvernement veut organisé, d'après vous? Je crois que nous avons une situation exceptionnelle. Vous avez l'état de siège, vous avez plusieurs situations que vous avez évoquées ici, les tensions communautaires et ainsi de suite. Donc ce n'est pas exceptionnel que le gouvernement, ce n'est pas la seule loi. Mais au regard de l'importance de cette loi, c'est tellement déterminante, il en va même justement de la stabilité de notre pays, c'est quand même les matières prioritaires. Et voir un gouvernement ne pas faire des annotations par rapport à une telle loi, sont dit long quand même sur un certain laxisme. Je peux vous concéder, après ce sera au gouvernement de répondre à cette question en tant que député. Mais vous, en tant que, comment vous avez analysé cela, de voir qu'une loi c'est important? Mon devoir, c'était de légiférer. Ensemble avec le collègue, nous l'avons fait, de présenter à l'Assemblée aux Congolais une loi qui pourrait mettre tout le monde d'accord. C'est ce que nous avons fait. Maintenant, les positions, les manquements, les omissions des uns et des autres n'ont
pas entacher notre détermination à atteindre l'objectif et c'est ce qui est fait. Vous venez de parler de 18 innovations contenues dans la proposition de loi. Quelles sont les plus importantes d'après vous? Il n'y a pas d'ordre d'importance dans les innovations, mais tout dépend de... Allez, on peut avoir une lecture comme ça, quand même palindrome, on va de haut en bas, de bas en haut, on revient. En ce qui me concerne moins précisément, l'objectif final poursuivi dans les efforts que nous avons fournis, c'était d'obtenir une loi qui garantirait la transparence, l'opposabilité des résultats et qui garantirait à chaque Congolais le respect de son choix. Et donc, il faut plusieurs innovations pour atteindre cet objectif, notamment, et la plus grande, on va dire celle-là, la publication des résultats partiels. Il faudrait que le Congolais, lorsqu'il a fini de voter à 15 h, à 18 h, il ait les résultats. Ça n'existait pas avant? Non, il n'y a jamais eu de publication partielle, il n'y a eu que des affichages. L'affichage n'est pas opposable, ne peut pas être utilisé en justice. C'est une indication. Tandis que la publication des résultats partiels est une preuve opposable parce qu'elle se fait à travers d'un PV. Et comme ça se fait en Afrique, au Sénégal, un peu partout, à la fin du scrutin, vous votez, les bureaux de vote forment à 17 h, à 18 h, on commence à publier les résultats. Mais il y a aussi des PV, moi je me rappelle, en 2011, en 2018, il y a eu des PV qui sont signés. J'ai été à la Cour constitutionnelle sans PV. Je n'ai pas été invalidé, moi je suis passé la première fois, mais les personnes qui m'ont attaqué n'avaient pas de CV et de PV, pour la simple et bonne raison qu'il y avait un problème logistique. Mais ce que nous voulons, c'est que vous avez ce qu'on appelle le centre de compilation, et vous avez un certain délai entre la clôture du dernier bureau de vote et la publication des résultats, et c'est un délai qui renferme plusieurs surprises, parce que c'est généralement des opérations opaques qui sont faites au niveau du centre de compilation, qui font que même en 2018, les résultats ont été publiés alors que le centre de compilation n'avait pas fini de faire son travail. Est-ce que nous avons le moyen justement d'avoir ces publications partielles? Vous venez de parler de la logistique. Avoir une loi contraignante, c'est bien, mais est-ce qu'on aura le moyen en fait, de ce qui est affiché sur le tableau, dès qu'il y a des PV, lorsque le bureau est fermé, devient automatiquement un il est publié. Donc on aura par exemple les résultats d'un centre de vote, après compilation dans un centre de vote, et on publie ces résultats, de telle sorte qu'à 18 h, par exemple, moi qui suis à la Lukumba, je peux vous dire, par exemple, à 18 h, que voilà, j'ai eu autant de voix. Après, il y a, selon l'option qui sera prise, il y aura la proportionnelle ou le scrutin majoritaire. S'il y a la proportionnelle, il y a des calculs qui devront être faits pour voir si mon parti atteint le quotient, si nous avons droit à ce siège, mais au moins, le résultat en termes de voix de préférence sera connu à la clôture des bureaux de vote. À la clôture opposable à tous. Opposable à tous, c'est l'une des innovations majeures. C'est la plus grande innovation. Après, vous avez plusieurs autres choses qui peuvent être intéressantes. Par exemple, est-ce que vous savez que, comme à la Banque centrale d'ailleurs, vous savez que lorsque la Banque centrale agit par omission ou par manquement, les agents de la Banque centrale bénéficient d'une forme d'immunité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sanctionnés. Vous avez le cas de la BIAC et des différentes liquidations de banque que vous avez ici. Mais lorsque vous venez au niveau de la CENI, les membres du bureau, dans les anciennes lois, ne sont pas pénalement responsables du dysfonctionnement ou des omissions ou fraudes qui sont constatées lorsque le scrutin se déroule. Maintenant, nous avons demandé, nous avons proposé que le président du bureau de la CENI, les membres du bureau de la CENI et quelconque agent soient pénalement responsables de tout manquement, omission ou fraude constatée pendant le déroulement du scrutin. Oui, c'est mettre à mal quand même l'exercice en toute quiétude de leur travail. Non, je pense que nous devons tous être responsables de nos actes. Il y a certaines décisions qui sont prises, voilà. Non, la seule décision à prendre, c'est de publier ce qui est réel. C'est la meilleure des décisions à prendre, c'est le travail de la CENI. Comment on va constater qu'il est pénalement responsable? Je vous donne un exemple. Vous arrivez dans un bureau de vote, vous constatez que le chef d'antenne vient rajouter ou vient bourrer les urnes. Dès que vous le constatez, vous l'identifiez, il a un numéro, il est poursuivi, il va en prison. Et j'espère qu'on va sortir des peines qui sont lourdes. Si par exemple on publie des résultats partiels et qu'un membre du bureau de vote ou le SEN se décide de trafiquer les résultats, s'il est prouvé qu'il a trafiqué les résultats, il ira en prison. Je pense qu'il faudrait accentuer la responsabilité parce qu'en réalité, comme vous le savez, à chaque cycle électoral, nous déplorons des morts. C'est quand même un sujet qui est majeur pour notre société. Et dans un contexte assez tendu comme le nôtre, il faudrait essayer d'empêcher au maximum qu'il y ait manipulation des résultats. Et donc pour ce faire, en dehors de la transparence, mais il faut aussi qu'au niveau pénal ou au niveau de la responsabilité, que les responsabilités soient établies et qu'il s'en suive effectivement des sanctions par rapport à tout délit en la matière. On parle vraiment des innovations et il y en a beaucoup, mais
Comment expliquez-vous qu'il y ait quand même 2-3 innovations qui semblent cristalliser le débat politique ici au pays, peut-être avec raison? On parle de la congolité. On a suivi, personnellement j'étais là quand même à l'Assemblée quand le G13 répondait à cette problématique, mais ça ne passe pas. Les gens tiennent à ce que, par exemple, le candidat président puisse avoir un père et une mère de nationalité congolaise. Non, c'est un problème qui est complexe et je pense qu'aujourd'hui il faut construire notre rhétorique autour de la citoyenneté. Vous savez, aujourd'hui, un enfant, excusez-moi, chinois, qui est de parents, père et mère chinois, dont les parents décèdent, il est pris dans un orphelinat. Suivant la loi, il est apatride et suivant les conventions internationales, il devient congolais d'origine. Il va grandir chinois, mais il est congolais d'origine, parce que ses parents sont inconnus. Donc, il n'est pas plus congolais que celui dont l'un des parents est étranger. On ne va pas quand même sanctionner des personnes au motif qu'ils sont tombés amoureux d'une personne qui n'est pas de leur pays. En tout cas, l'enfant ne choisit pas ses parents. On parle de la loyauté. On l'a vu au Liban. Vous connaissez certainement l'affaire Rachida. Je crois qu'il y a deux possibilités. En aval, l'électeur peut se décider de choisir une personne dont les parents sont totalement congolais. Ça ne doit pas être le travail de législateur d'aller modifier une constitution pour, entre guillemets, sécuriser la République, alors que nous savons tous que ceux qui ont fait du plus grand mal dans le procès des 100 jours, dans les détournements ces 15 dernières années, la plupart, si pas 98%, sont des Congolais de père et de mère. Donc avoir deux parents congolais ne sacralise pas, ça ne vous donne pas a priori, on ne peut pas avoir des prétentions d'être sérieux, loyal et qu'on ne va pas trahir le pays parce que ses parents sont congolais. C'est un problème d'éducation, c'est un problème d'éthique. Et si vraiment les gens pensent que ça peut être un motif d'exclusion, eh qu'ils en fassent le thème de campagne, de sorte que les Congolais ne lisent pas des personnes dont les deux parents ne sont pas congolais. Mais à votre avis, qu'est-ce qui est à la base de ça? C'est une volonté de la part de certains d'exclure d'autres candidats ou voilà, c'est par souci d'avoir des Congolais? Si vous posez la question, ils vous diront que ce n'est pas le cas. Après, on ne va pas préjuger de leurs intentions. Ce n'est pas notre rôle et ce n'est pas notre prétention non plus. Nous constatons les faits, nous disons qu'actuellement, l'article 219 nous interdit de changer la Constitution. Pourtant, on aimerait bien. Il y a par exemple le problème de la légitimité au suffrage universel du président de la République. Pour changer et revenir à deux tours, il faut absolument que nous changions la Constitution. L'article 219 nous dit que pendant l'état de guerre, on ne peut pas le faire. Cette question-là de nationalité, l'article 10 est clair. Il faut avoir appartenu à une ethnie dans la configuration de l'ancien Congo Léopoldville. Donc, que ce soit, si vous réclamez de cette ethnie-là, vous êtes Congolais. Bon, maintenant, moi je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas allez, je ne veux pas m'ériger en syndicat des personnes dont les deux parents ne le sont pas. Ça, ce n'est pas mon point de vue. Mon point de vue, c'est de dire qu'en tant que législateur, aller dans des lois de clivage, dans des lois qui prônent l'exclusion, alors que nous sommes un pays déjà assez tendu, ce n'est pas intéressant. Et maintenant, par rapport aux motivations, par rapport aux mobiles, moi je connais beaucoup, regardez le rapport mapping, vous allez voir, nous avions des Congolais qui vendaient nos propres armes, qui vendaient leurs tenues, ils sont tous de père et de mère, mais lorsqu'on vous envahit, lorsqu'on tue vos frères, vos sœurs, et que vous prenez vos armes, vous les donnez à l'ennemi, mais vous trahissez, mais vous êtes de père et de mère, donc je ne pense pas que... Non, je ne pense pas que c'est une garantie. Je pense que c'est un faux fuyant. Ce n'est pas la Libye ou la meilleure motivation pour aller jusqu'à modifier la Constitution. Par rapport à la subornation de témoins, vous en avez parlé, ça se trouve dans la loi, et les gens qui ont été condamnés par rapport à ce fait-là sont exclus, ou ça ne relève pas de cette loi? Non, vous savez, notre action, nous avons fait des propositions impersonnelles. On n'a pas regardé au cas par cas, parce que vous savez aujourd'hui... Là, justement, par la subornation de témoins. La subornation de témoins ne se retrouve pas dans notre code pénal. Et la seule fois qu'on en a entendu parler, c'est dans le cas de Jean-Pierre Bemba, parce que vous voulez que j'arrive là. Et Jean-Pierre Bemba n'a pas été condamné pour subornation de témoins, il a été condamné pour atteinte à l'administration de la justice. C'est ça le nom de l'infraction. Et lorsqu'on décrit ce qui se passe dans cette infraction, on explique qu'il aurait suborné les témoins. Mais il faut aussi savoir que les informations relatives à ce procès ont été fournies par Western Union, qui par la suite a été condamné parce que M. Jean-Pierre Bemba a gagné même le procès contre Western Union parce qu'elle n'avait pas le droit de divulguer des informations entre un client et son avocat. Donc aujourd'hui, Western Union a été condamné. Et après, c'est une peine de 2 ans.
Cette peine de 2 ans, aujourd'hui, il l'a déjà purgé. Donc, ce que nous avions dit, c'est que pour tous les crimes, les infractions de droit commun, vous pouvez brûler un feu. Vous savez, nous, les députés, on commet beaucoup d'infractions. On prend des sens uniques et ainsi de suite. Si on vous avez votre immunité, c'est de la flagrance. C'est de la flagrance. Si aujourd'hui, on devait rendre inéligibles les personnes pour les infractions de droit commun, les rendre inéligibles à vie, ce pays serait invivable. Je vous donne mon propre cas. Et je le répéterai jusqu'à la fin de ma législature. Je suis arrêté chez moi, en culotte. Faux usage de faux. C'est une infraction qui vous coûte 5 ans de prison. La Cour de cassation, il n'y a pas de recours. Lorsque vous êtes condamné, c'est en premier et en dernier ressort. L'infraction, je ne l'ai pas commise. D'accord? Je vais en prison pour 5 ans. J'en sors inéligible alors que je n'avais pas commis les faits. Et j'en sors inéligible à vie. Ça veut dire que non seulement le non, dossier... mais si vous êtes condamné, ça impose que vous avez été... Voilà, vous avez commis les faits. Non, j'ai poursuivi ce procès en flagrance, parce que ce n'était même pas une flagrance, et j'ai été acquitté parce que je n'avais pas commis les faits. N'eût été l'intervention de l'Assemblée nationale, des collègues députés avocats, je m'en serais peut-être pas sorti. Et il y a plusieurs personnes congolaises, il y a plusieurs Congolais qui ont été condamnés injustement. Donc si pour des crimes de droit commun, comme celui-là, le fond en écriture, vous devez être inéligible à vie, on vous met sur le même piédestal que des personnes qui sont condamnées pour des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des viols en série. Donc je pense que ce sont des catégories d'infractions différentes. Et d'ailleurs ici, au Congo, vous avez les tribunaux de paix et vous avez les tribunaux de grande instance. Les tribunaux de paix, c'est pour les peines qui vont de 0 à 5 ans. Et lorsque une peine ou l'infraction est catégorisée dans la catégorie des peines graves, vous allez au tribunal de grande instance. Donc c'est pour vous dire que il y a une hiérarchisation des peines ou de la gravité des peines et nous voulions une proportionnalité par rapport à cela. C'est vrai, la loi est impersonnelle, mais puisqu'on parle de Jean-Pierre, donc aujourd'hui au regard de vos explications, on peut dire qu'il est éligible. Au regard de la loi, si elle est adoptée... Si aujourd'hui l'écriture de l'article 10, tel que formulé, tel que libellé par le G13 est adoptée, il n'y a aucune raison qu'il ne le soit pas. Après, tout est question de volonté. On va imaginer dans le meilleur des cas que l'article est adopté, il peut se présenter comme il ne peut ne pas se présenter. Mais le problème, c'est qu'il ne s'agit pas de M. Jean-Pierre Bemba seul. Il s'agit de toutes les personnes dont les droits politiques et civiques n'ont pas été déchus, mais qui se retrouvent dans l'ancienne formule de l'article 10, c'est-à-dire la loi martyre de l'article 10, se retrouvent dans des possibilités de participer à un scrutin au motif qu'ils avaient été condamnés. On parle d'une autre proposition qui cristallise aussi le débat politique, en tout cas en rapport avec cette loi, c'est la problématique de la suppléance ascendant, descendant. Pour ceux qui nous suivent, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir comme suppléant votre membre de famille proche au premier jusqu'au 12e degré. Et on a vu dans la salle, en tout cas pour nous qui étions là, que voilà, il n'y avait pas d'unanimité. Déjà qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, beaucoup de maris. C'est mon cheval de bataille, mais c'était prévisible. Vous avez peut-être vu pendant les campagnes électorales, vous ne verrez jamais un candidat présenter sa femme ou son fils comme son suppléant. C'est une manœuvre insidieuse. Mais pourtant, il y a une obligation de présenter généralement, ils ne le font pas sur leurs affiches. Parce que c'est insidieux. C'est une manœuvre insidieuse qui vise si vous voulez, à masquer la situation. Après, la deuxième des choses, il faut savoir qu'en 2018, nous avons été élus sur la proportionnelle. La proportionnelle veut simplement dire que pour une liste plurinominale, le siège est attribué à la liste et on somme les voix de tous les colistiers. Parce que c'est rare de voir une personne sur la liste atteindre le quotient. Donc en réalité, lorsque vous obtenez le siège dans une proportionnelle plurinominale, vous bénéficiez de l'effort de tous vos colistiers. On est en train de parler des efforts financiers. Parce que tous parmi eux sont partis faire la campagne, ainsi de suite. Et vous ne vous faites pas élire par votre famille. Lorsque vous allez voir des gens, c'est a priori des personnes que vous ne connaissez pas. Qui vous élisent sur base d'une rhétorique que vous développez ou sur base des actions sociales, comme c'est la plupart des temps, que vous avez faites avant et pendant la campagne. Donc, à partir de ce moment-là, dès lors que le siège que vous obtenez est l'effort ou la conjugaison des efforts d'un ensemble de colistiers, ce siège ne peut pas aucunement devenir un patrimoine familial. Il n'est pas essentiellement vôtre, c'est pour cela. Même si vous avez un membre de famille proche qui est très engagé au niveau du parti. C'est pour cela que la loi prévoit que lorsque vous démissionnez de votre parti, vous perdez ce siège. Parce que notre loi consacre le fait que le siège appartient au parti.
Maintenant, en ce qui concerne les membres de famille proches, le G13 ne dit pas que nous ne voulons pas que les membres de famille exercent la politique. Ils peuvent, parce que vous dites qu'il est influent. Il va prouver son influence sur le terrain. Pourquoi ne peut pas... Il peut être candidat. À part entière. À part entière, et il apporte des voix à la liste. S'il est candidat, il n'a qu'à... S'il est populaire, s'il peut apporter quelque chose, il n'a qu'à se jeter à l'eau, faire la campagne comme tout le monde et apporter les voix qu'il faut au parti. Et s'il gagne l'élection, tant mieux. Au fait, Qu'est-ce que vous évitez? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? C'est une prime à la paresse? C'est une prime... Je suis parent. Je me vois très mal, mon fils qui fait l'université, qu'il ait comme premier job être député national. Et d'ailleurs, s'il est très jeune, il va se retrouver au bureau de l'Assemblée nationale sans aucune expérience. Je trouve que c'est malsain. À personne. À personne. Je parle de mon fils. J'ai un fils aîné, il a plus de 23 ans. Donc, si aujourd'hui, ma première suppléante, c'est une collègue du parti, mon deuxième suppléant qui n'est pas de ma province, c'est aussi un collègue du parti, Bakongo et Maniema. Moi-même, je suis du Kasaï. Donc, moi, ces critères-là, je ne pouvais pas mettre ni mon fils ni mon épouse. C'est quelque chose qui est impensable. D'abord, il y a une question d'éthique aussi qu'il faut régler. Quelle image vendons-nous? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'élection veut dire qu'il y a un groupe de personnes qui vous ont choisi pour défendre des situations, et ces personnes semblent vous connaître. On va dire que c'est une hypothèse. Vous vous présentez, et d'ailleurs dans les innovations, on refuse que les gens on propose qu'il n'y ait plus possibilité de se présenter à 2 élections du même degré. Ouais. Il y en a qui se présentent à 3 élections. Il est candidat sénateur, il est candidat député national, et il est candidat député provincial. Voire candidat ministre. Candidat, non. Il n'y a pas de candidat ministre. Après, devient ministre. Donc, il commence par national, provincial. Provincial, il laisse à son fils. National, il laisse à sa femme. Il va au Sénat, il a un suppléant. Et quand il devient ministre, il laisse à son deuxième fils. Mais nous ne sommes pas dans une monarchie. Ce n'est pas une démocratie dynastique, si vous me permettez. Mais au regard de la dynamique de la salle, en tout cas, je dis aux téléspectateurs, moi j'ai eu quand même à participer au débat, on a senti que la dynamique était plutôt contre, en tout cas, une bonne partie des députés ne veulent pas de ça. La plénière reste souveraine. On n'a pas de point de vue imposé. Nous avons donné un avis et je pense que cet avis était partagé par l'ensemble des personnes avec lesquelles nous discutons. D'un point de vue éthique, nous proposons à ce que la suppléance, qui n'est pas simplement un choix personnel, ce n'est pas juste une préférence, ce sont des responsabilités que vous confiez à une personne. Et nous voyons le taux d'absentéisme. Regardez dans les provinces, lorsque vous êtes député provincial et que vous renoncez, dans les provinces c'est encore un peu plus difficile. Vous avez une assemblée provinciale, provinciale, qui n'est pas reconnue, qui n'a aucune attache avec la population. Parce que la population n'a pas élu 80% des députés provinciaux qui y sont. Ils ont élu des personnes, des suppléants, ainsi de suite. C'est très mauvais pour la démocratie. Donc nous avons développé notre point de vue, sans prétention que nous pourrions l'imposer, mais nous espérons que dans la dynamique de changement que nous voulons, que nous souhaitons, nos collègues prendront leurs responsabilités et accepteront notre proposition. Autre innovation, c'est pas une innovation, mais c'est également en discussion en rapport avec cette loi, c'est le fait de n'avoir pas mis une contrainte à la parité. Les femmes sont vendez-vous, ils risquent de ne pas vous pardonner. Non, vous auriez dû, G13. C'est vrai qu'il n'y a qu'une seule femme dans le G13 et encore que vous-même n'avez pas et je peux vous raconter la saga de ce qu'on a fourni comme effort, les femmes que nous avons contactées pour nous accompagner, la majorité d'entre elles ont refusé. Il y a 2 choses. La première, il faut considérer que la politique, c'est une question d'engagement, c'est pas une question de quota. La politique, c'est de la passion. Il faut aimer ce que vous faites. Il faut aimer les défis. Il faut aimer la discussion. Il faut aimer les contrariétés. Il faut que vous soyez en plein dedans lorsque vous voyez la politique en France. Et supporter les insultes. Et supporter tout ça. Bon, vous êtes journaliste, vous en savez quelque chose. Je vois souvent pleurer sur Twitter, mais je dis... Ah, je pleure pas. Je reçois de quoi j'en donne de temps en temps. C'est entre parenthèses. Et donc, voilà, je veux dire que c'est... Moi, à chaque fois que après cette émission, il y en a qui seront d'accord, il y en a qui ne le seront pas, il y aura des insultes. Ça, c'est notre vie. Et nous avons accepté ce travail, nous avons accepté ce métier. Donc il y a d'abord une problématique d'engagement. Lorsque vous limitez ou vous ramenez l'exercice politique ou les listes à une question de quota, en sous-estimant l'envie, en sous-estimant les capacités, c'est une démarche qui est biaisée. Non, on ne parle pas du quota, on parle du respect de la Constitution. Non, je dis ceci.
La Constitution le dit, mais à l'exclusive, on ne rejette pas une liste qui ne remplit pas la condition. Pourquoi? Parce que comme je le dis, c'est une question d'engagement personnel. Nous aimerions, en tout cas si nous avons des listes électorales, au MLC par exemple, nous aimerions qu'il y ait, pour la Lukunga par exemple, 7 femmes. Et vous pensez que dans tout la Lukunga, vous ne trouverez pas au sein de partis comme le MLC? Madame, il n'y en a pas. Madame, il faut d'abord qu'une personne adhère au parti. Il n'y en a pas. Voilà le problème. Elle doit d'abord adhérer. Ensuite, elle doit se manifester. Nous avons toute une ligue de femmes. On peut aussi les dénicher. Hein. Nous avons... On voit, vous le faites avec les hommes. Est-ce que vous allez chercher ces femmes, vous les dénicher? C'est celle des moyens. Nous avons toute une ligue de femmes. Et les listes de ce parti, donc de notre parti, le MLC, ne sont pas fermées. En tout cas, tous ceux qui veulent participer à l'élection, il n'y a pas de discrimination. C'est strictement interdit. Et je pense que c'est la situation dans la plupart des partis. Et moi, je continue à stigmatiser le faible engagement des femmes. Mais pourtant, c'est parce qu'on voit quand il y a des meetings, quand il y a des manifestations, on voit de plus en plus de femmes dans la rue, de plus en plus de femmes dans les manifestations. Au milieu de toutes ces femmes-là, vous n'arrivez pas à trouver celles qui sont plus engagées. Faites un distinguo entre la disponibilité des personnes dans les manifestations publiques, accompagnées dans les meetings, et l'engagement politique pour prendre le lead. Parce que l'engagement politique, ça veut dire que lorsque vous faites une campagne, vous circulez, vous contactez des gens, vous parlez avec des gens, vous répondez aux questions. Et ça, je connais très très peu de femmes. Il y en a qui sont capables, mais il y en a qui ne veulent carrément pas le faire. Parce que ça les indispose. Et aussi, il y a la contrainte familiale. Des fois, elle est mariée et son mari ne veut pas qu'elle soit exposée. Donc, il y a toutes ces choses-là. Mais en tout cas, nous avons fait un effort dans le cadre de cette loi de dire, par exemple, que dans les circonscriptions à 3 sièges, il faut obligatoirement qu'il y ait au moins une femme. Et là, également, on attend voir ce que ça va donner parce qu'au final, je crois que ça donnera une représentativité. On aura au moins 180 femmes si on arrive à adopter. Déjà, ça serait mieux par rapport aux 50 ou 52 femmes qu'on a actuellement au niveau... Mais soyez-en sûrs, parce que vous êtes une femme et parce que nous vous aimons, nous vous respectons, vous devez vous sensibiliser. Je vois à beaucoup d'organisations de la société civile, lorsqu'on bascule du côté de la société civile, les femmes sont très engagées. Mais lorsqu'il faut switcher pour aller vers la politique, il y a très très peu qui le sont. C'est le mot politique ou la manière de faire la politique ici qui fait peur aux femmes? C'est vrai que nous sommes à des années-lumière de ce qu'on peut espérer en termes d'élitisme, en termes de bon fonctionnement de la démocratie, je vous le concède, mais il faut faire avec. Ça, c'est la réalité de notre pays, c'est une donnée. Maintenant, la variable, ce serait les efforts à fournir, à conjuguer ensemble, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, comme disait Mobutu, pour que les choses s'améliorent. Et peut-être que de temps en temps, jeter un coup d'œil vers ces femmes-là qui sont engagées, mais dont on ne fait pas souvent cas. Je ne prends l'exemple que du G13. Nous avons contacté les femmes de la société. D'ailleurs, la dame qui est avec nous, brillantissime Mania, elle est de la société civile. Pour vous dire que nous avons fait le pas. Nous avons contacté toutes les associations, en tout cas les plus grandes, celles que vous connaissez. On a fait part du projet, on est allé les voir. Celles qui sont en train de défiler aujourd'hui demandent. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de répondants. Et nous ne leur en voulons pas, mais nous disons que nous devons continuer à nous motiver, à sensibiliser nos femmes, nos mamans, nos épouses, pour qu'elles s'engagent davantage dans la politique, parce que je sais que le rapport est considérable. On va très bientôt terminer cette émission. On aborde deux sujets rapidement. Le premier, c'est celui lié à l'état de siège. Les députés nationaux de l'Est n'en veulent plus. Écoutez, les députés nationaux de l'Est, comment vous jugez je peux le comprendre. Vous savez, la guerre, je n'aime pas trop ergoter et faire des commentaires, on va dire exclusifs, ou épiloguer sur des situations de terrain, sur des situations militaires, parce que nous n'avons pas toutes les informations. Personnellement, j'en sais quelque chose parce que j'ai perdu mon père au Rwanda, dans une embuscade, donc je sais plus ou moins ce que c'est la guerre. Alors, je sais en même temps quelle est la douleur, simultanément la douleur de nos concitoyens, concitoyennes à l'est du pays. Je sais que tous les jours, il y a des tueries, et des tueries atroces. Et je comprends aussi que mes collègues députés soient excédés. Et je comprends qu'ils considèrent que l'état de siège n'a pas rencontré les préoccupations ou n'a pas atteint les objectifs voulus. Tout cela, je le comprends. Mais la seule question que je me pose, ou la seule obligation que je m'impose, c'est celle de soutenir les FARDC.
Parce que, in fine, c'est une situation de guerre et l'état de siège, c'est la solution ultime. Et aujourd'hui, le seul devoir que je m'impose, c'est de soutenir nos forces armées. Pour que, in fine, on arrive avec le temps, peut-être pas en un jour, peut-être pas en 2 jours, mais vraiment aussi sur le plan diplomatique, mais apporter des solutions durables et pérennes. Soutenir le FARDC quand ils prennent ou qu'ils annoncent certaines décisions qui sont ensuite un peu détruites par le gouvernement, le soutien devient un peu difficile pour certains au regard de ce qu'on a vécu. Oui, je vois ce que vous êtes en train de dire, voilà, parce que bon, on avait arrêté... voilà, quand le FARDC dit ça et qu'ensuite le gouvernement dit... Je comprends. Vous savez, sur le plan diplomatique, la rhétorique ne se développe pas de la même manière que le militaire n'est pas diplomatique. Là, vous aviez la réponse d'un politique, et de l'autre côté, en amont, en aval, vous aviez la réaction d'un militaire. Il faut concilier les deux. Une chose est certaine, c'est que ce n'est pas la première fois que sur le territoire congolais, des militaires rwandais soient arrêtés. Des fois, c'est des militaires ougandais, ce n'est pas faux. Ce n'est pas la première fois que nous accusions le Rwanda d'invasion au Congo. Ce sont des choses que nous connaissons. Mais moi, ce qui m'afflige, c'est que nous soyons dans une position victimaire où un si petit pays comme le Rwanda devrait nous donner des maux de tête. Donc nous devons continuer à construire notre armée, soutenir nos FARDC et atteindre ce que moi j'appellerais la formation d'une armée dissuasive. Ça veut dire que Congo, il se pose la question de savoir s'il réfléchit bien ou s'il a pris une bonne option. Comme c'était à l'époque de Mobutu, par exemple. Oui, à l'époque, dans les années 90, je sais, dans les années 90, mon père était militaire, c'est à cette année-là qu'il est mort. Je sais qu'on était quand même assez fort. Je sais qu'il y a eu même des opérations au Rwanda, on est parti prendre des corps, on les a ramenés. On était quand même respectés. Mais bon, voilà, ça c'est l'époque. Et rien n'empêche qu'aujourd'hui, nous encourageons nos FARDC, nous poussions le gouvernement à doter à l'armée ce qu'il faut pour retrouver ces lettres d'or. Comment encourager les FARDC pendant qu'on est en train de négocier avec les miliciens, les rebelles à Nairobi? C'est ça? Non, négocier, ça ne veut pas dire quitter ses positions. Ou pour parler, négocier. Vous savez, la guerre, lorsque vous avez la possibilité de l'éviter, vous l'évitez. Je ne pense pas qu'on est en train de brader notre souveraineté et je ne pense pas que le dialogue avec le M23, c'est le premier dialogue. Il faut quand même qu'on revienne un peu à quelques années auparavant. Le M23 s'est retrouvé à la table de plusieurs dialogues. Et justement, c'est ça le problème, plusieurs dialogues, mais qui... Cela, pendant la guerre, regardez la situation en Ukraine. Si le président Zelensky accepte de rencontrer Poutine et de parler avec lui, alors qu'on est en train d'attaquer son pays, parce que la guerre, c'est ça. La guerre, c'est aussi la guerre diplomatique, et pendant la guerre, les discussions ne sont pas empêchées. Vous pouvez continuer à faire la guerre tout en discutant. Peut-être que vous pouvez trouver un équilibre et un point d'équilibre, et en ce moment-là, vous arrêtez les hostilités. Cela ne veut pas dire que quand vous faites la guerre, vous ne parlez pas. Quand vous faites la guerre, vous ne parlez pas. Une autre problématique, et on va terminer par là, une autre problématique, j'allais dire, c'est cette tension, ce regain de tension communautaire ici au pays, Kasaïa Katangé, Kasaïa Congo, ça devient récurrent, il y a cette exacerbation, comme j'aime toujours le dire. Comment on fait pour recréer l'unité nationale? Et d'abord, diagnostiquer qu'est-ce qui est à la base de ça, de ce regain de tension communautaire ici? Bon, il y a plusieurs éléments. Malheureusement, dans notre pays, généralement, tout ce qui est philosophique et sociologique, les gens n'aiment pas. Les sociologues nous répondraient avec exactitude ou avec beaucoup plus de précision. Ce que moi je le lis au travers du prisme de la pauvreté. Ce qu'il faudrait faire, nous avons une caisse de péréquation, il faudrait que nous soyons un pays capable de créer la vie dans toutes les provinces. Alors lorsque je parle de créer la vie, il faudrait que tout le monde se sente à l'aise là où il est. Que tout le monde puisse avoir un projet de vie dans sa province. Je ne parle pas d'un projet agricole. Je ne parle pas d'être au village. Non, je suis en train de parler d'un vrai projet de vie où vous êtes en province. Nous en avons 26. Si vous décidez d'aller en Europe ou d'aller dans un autre pays, vous êtes sûr que vous avez un aéroport qui arrive. Vous êtes sûr de travailler sur place. Vous savez, dans les pays développés, il y a des gens qui ne quittent jamais leur province. Lorsqu'ils quittent, c'est pour... Donc l'idée que c'est chacun reste chez soi. Apprenez à développer chez vous, c'est ça? Non, ce n'est pas cela. Je suis en train de dire ceci. Il faut que chaque coin de la République donne la possibilité aux concitoyens de développer des projets personnels. Je ne suis pas en train de dire que chacun reste chez soi, mais je suis en train de dire que ce que nous observons actuellement, c'est le fait de la pauvreté, c'est le fait du chômage, c'est le fait des déséquilibres entre les possibilités qu'offrent les provinces. Et je suis en train de dire qu'à travers la caisse de péréquation, nous devons construire un projet où partout
partout au Congo, il y a des possibilités de vivre et de vivre décemment, c'est-à-dire en termes d'infrastructure, eau, électricité et en termes d'emploi. En termes de us et coutumes, le terme revient fréquemment, le respect des us et coutumes des autres aussi. Qu'est-ce qu'on en fait? Les us et coutumes, ça se désintègre parce qu'il y a la mixité, il y a des gens qui se marient. Vous savez, avant, il y avait des chibaou et tout ça, mais regardez comment nos filles se comportent aujourd'hui. Ça n'existe plus. Je crois qu'avec le temps et avec la modernité... J'espère que vous n'aviez pas dit... Non, je suis en train de dire qu'avant... sérieuse qu'avant. Je ne veux pas le dire, mais je veux dire que les faits des us et coutumes s'effritent avec la modernité, avec le temps. Aujourd'hui, on ne vit plus avec la culturation et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas aller dans ça parce que ce qui est le vrai problème, c'est la pauvreté. Nous sommes le pays le plus pauvre au monde. Si aujourd'hui, on peut avoir plusieurs kin-marchés à Kananga, à Chikapa, à Gemena, à Mbandaka, si on peut avoir du courant et de l'eau sur l'ensemble du territoire national, tous les mouvements migratoires que vous voyez, vous ne les verrez plus. Si on désenclave le Kasaï, parce que le fait que le Kasaï, il y a d'abord le train, Mwenidi, tout, ça doit venir de Lubumbashi, de Kasumbalé, ça si on peut permettre et finaliser la route Kalambambouji pour permettre à ce que du port de Lobito, les Kasaïens soient alimentés, vous verrez que cet exode-là va diminuer. Si on peut désenclaver Gemena, Mbandaka, si on peut désenclaver Iziro, si on peut désenclaver dans le Bandundu, le Kwango, le Kwilu, Idiofa, je pense que les gens iront construire et faire des projets de vie. Donc ce qu'il nous faut, c'est un Congo fort et un Congo où à tout endroit il est possible d'avoir un projet de vie et un projet de vie décent. Un projet de vie décent, c'est par ce mot qu'on va terminer cette émission, avant que vous n'ayez un autre dernier mot de la fin. Non, juste mes remerciements et c'est tout. Merci beaucoup à l'honorable député national Jean-Jacques Mamba d'avoir répondu à notre invitation. J'espère vous revoir très bientôt. Absolument. En attendant, on continue de suivre de près la proposition de loi. C'est actuellement au niveau d'une commission spéciale. Oui, ensuite ça sera discuté en plénière au travers des groupes parlementaires. La procédure est un peu complexe. Oui, il faut mettre tout le monde d'accord, il faut essayer de rassembler un maximum de monde. Ce n'est pas une loi qu'on va imposer à un groupe. Il faut que cette loi soit le fruit d'un consensus entre les différentes parties prenantes au processus électoral, notamment l'opposition, la majorité et la société civile. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. On se dit au revoir, à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission.